on a quitté là Émilie et Julien, qui avaient passé une semaine avec nous. Et pour notre part, eh bien, on est resté là. Et cette fin de séjour nous a amenés à retourner au Guatemala. Et on avait vraiment envie de retourner tenter notre chance à Lacatenango. Et c'est ce qu'on a fait. À peine les enfants partis, Manu s'est précipité sur le groupe Facebook Les Français au Guatemala pour demander des nouvelles du volcan. À peine le message posté, nous avions déjà des réponses comme quoi les éruptions avaient repris. Et là, vous connaissez cette tête, maintenant. C'est quand Manu est hyper heureux. Alors que moi, quand il s'agit de grimper, je freine un peu des cas de fer. Dans la foulée, le billet d'avion est réservé, on fait nos sacs, on file à l'aéroport. On prend bien soin de garer Oscar à un endroit où il pourra rester 2 jours et on arrive au comptoir d'embarquement. Alors vous êtes rentré au Mexique avec votre véhicule et pourquoi diable voulez-vous quitter le pays en avion? Ah ça, ils ont du mal à comprendre. On nous envoie alors à l'immigration où il y a une queue énorme et quand arrive notre tour, on nous demande un papier, tout petit, qu'on nous aurait remis quand on est entré dans le pays. Ah oui, rappelez-vous le passage de la frontière entre le Belize et le Mexique. Alors on explique la panne informatique, on retourne 2 fois chercher dans Oscar. Et devant la tête pâle de Manu, franchement j'ai cru qu'il allait faire un malaise dans l'aéroport, elle nous signe ce fichu papier. On court à l'embarquement, l'hôtesse nous demande si on a bien garé Oscar. Et écoutant nos explications, elle nous dit que non, c'est impossible de le laisser là. Manu court vérifier, on lui certifie que c'est bon. Il revient trempé de sueur et d'énervement. Et l'avion est parti. Plus de vol direct de la journée qui part pour le Guatemala. On en trouve un qui nous fera arriver pour le dîner en passant par le Panama. Mais sauf qu'au Panama, l'avion a beaucoup de retard. On n'arrivera qu'à minuit à Guatemala City. Et ensuite, on a 1h30 de taxi pour rejoindre Antigua. Alors moi, j'anticipe la fatigue de demain et je ne rate pas une occasion de dormir un peu. Le Guatemala est traversé par une grande chaîne de volcans, qu'on retrouve principalement autour de la ville coloniale d'Antigua et du lac Atitlan. 3 volcans sont encore en activité aujourd'hui, le Santaguito, le Pacayan et le Fuego. Et le Fuego est l'un des plus actifs d'Amérique centrale. Manu avait donc très envie de grimper sur le volcan Acatenango, qui se trouve juste en face du Fuego, qui lui crache habituellement des tonnes de lave. Sauf pour nous, malgré une soirée, une nuit et une matinée passées à ses côtés. Voici donc maintenant le récit d'une grimpette de 2 jours jusqu'à 3976 mètres. Nous avons choisi les services d'une agence d'Antigua, V-Hiking, qui est une entreprise familiale qui est venue nous récupérer directement à notre hôtel pour nous emmener prendre le petit déjeuner chez eux. On arrive à San José Calderas, dans la famille d'Elvin Soy, le fondateur de V-Hiking. Sa famille nous accueille chaleureusement avec un petit déjeuner très copieux, à base d'œufs, de pommes de terre, de purée d'haricots rouges. Il faut bien prendre des forces avant de grimper. Cette ascension rencontre un franc succès, puisque notre groupe est constitué de 18 marcheurs, 3 guides, et que nous croiserons d'autres régiments de marcheurs tout aussi nombreux pendant notre parcours. Certains s'équipent des derniers éléments qui leur manquent, on reçoit un briefing, et surtout, on fait connaissance avec notre groupe. Des Nord-Américains, des Français, des Anglais, des Israéliens, tous étaient à peu près du même âge, sauf nous 2. On nous embarque ensuite dans un minibus pour se rendre au début du sentier qui se trouve à peu près à 2500 mètres. Au départ du chemin, on voit des bâtons de randonnée en bois abandonnés par des locaux qui avaient eu la bonne idée de les louer pour quelques quetzals avant leur ascension. Et là, j'aurais dû être un peu plus attentive à ce détail. L'agence V-Hiking a un campement de base, ce qui nous évite de porter le matériel de camping. En ce qui me concerne, j'avais opté pour les services d'un porteur, considérant que nous étions déjà bien assez chargés, avec 3 litres d'eau chacun et 1 ou 2 tonnes de vêtements chauds. La randonnée débute dans un paysage champêtre, principalement des plantations et des champs de maïs.
Après avoir repris notre souffle et s'être réhydraté, on repart. On emprunte cette fois-ci des escaliers aménagés où l'on croise des randonneurs qui descendent après leur nuit au camp. Quelques bouchons se créent, mais qui permettent de respirer et surtout de prendre la température auprès de ceux qui ont fait l'excursion la veille. Alors, c'était comment ? Ils ont l'air fatigués. La plupart ne répondent pas. Certains baissent la tête, quand d'autres nous souhaitent bonne chance. Cela n'annonce rien de bon. Le premier jour, 6 heures de marche nous mènent au campement. Certaines portions sont très raides. Le rythme est assez fatigant. Ce n'est pas du tout plat, hein. Juste un peu praticable. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On traverse des forêts de pins. Certes, nous faisons des pauses, mais elles sont très courtes lorsqu'on fait partie des derniers marcheurs. Le plus compliqué, c'est de maintenir un certain rythme pour rester en groupe. On nous avait promis des groupes de niveau pendant le briefing, mais jamais les guides ne nous l'ont proposé ensuite. Nous avions aperçu le volcan lors de la montée, au détour d'un virage, mais c'est en arrivant au campement que nous faisons connaissance avec El Fuego, le ténébreux. Il est impassible. Mais nous ne sommes pas inquiets, il finira bien par se déchaîner. Une fois arrivés, les guides nous attribuent l'une des tentes. Toutes ont une vue sur le Fuego. C'est quand même la vedette. Et voilà, notre petite chambre pour cette nuit. On va se les peler. Difficile de trouver meilleur emplacement pour observer les éruptions du Fuego, qui en réalité n'en finissent pas de ne pas venir. Plusieurs amis nous avaient pourtant décrit d'énormes feux d'artifice en série. Là, 2 options s'offrent à nous. Se reposer ou continuer l'ascension de la Catenango pour voir le coucher du soleil. 200 mètres de sable, 1 heure de montée, la moitié de descente. Seulement quelques membres du groupe choisissent de monter, mais nous restons au camp de base. En guise de consolation, nous assistons au coucher de soleil sur le volcan El Fuego. De façon assez magique, le capteur de l'appareil photo parvient à saisir une petite éruption de lave au-dessus du cratère, alors que nous l'avions à peine remarqué à l'œil nu. Attendez, je la remets au ralenti pour que vous voyez mieux. Vous la voyez ? Là, juste là. La nuit et le froid tombent rapidement. Nous dînons autour d'un feu de camp avant d'aller rapidement nous coucher. Nous nous sommes emmitouflés dans les épais duvet, complètement habillés. Bon, on ne va pas vous mentir, ce ne sera pas la nuit de notre vie, hein. Il faisait très froid. Le volcan grondait beaucoup, alors on s'est levé plusieurs fois dans l'espoir de voir une éruption. En fait, c'est jamais arrivé. Et puis, le réveil, il était à 4 heures. Voilà, il est 4h moins le quart du matin. On va voir le lever du soleil. Cette nuit, c'est nul. On voit la ville, là. Rien du tout. On voit un peu la ville. Voilà, vous voyez la ville, là ? Eh ben, c'est ça qu'on voit. Allez, en route pour la partie la plus difficile. L'ascension jusqu'au sommet de la Catenango. Quelques-uns de nos compagnons sont restés au camp, souffrant du mal d'attitude ou d'une bonne grosse fatigue après la journée d'hier. Ils ont bien fait. Le terrain est rude. Imaginez une montagne de gravillons. Pour chaque pas en avant, le pied glisse d'un demi-pas. Du gravillon, dans la nuit, dans un froid qui gèle les os. Les muscles répondent difficilement. Le cardio a du mal à suivre. Chaque pas de cette montée est compliqué. Manu a besoin de s'arrêter plusieurs fois. Le jour commence à poindre et l'apparition des paysages nous donne envie de prendre quelques photos. Nous atteignons le sommet vers 6h30, une dizaine de minutes seulement avant l'apparition du soleil.
Et le Fuego nous accueille, une nouvelle fois, juste avec quelques volutes de fumée. Les températures sont négatives, sans compter les rafales de vent. Le vent est tellement glacial qu'il est presque impossible d'enlever nos gants pour prendre des photos sans risquer d'avoir les doigts gelés. Nous avons 360 degrés de paysage endormi autour de nous. Sur la gauche, on a une vue dégagée sur El Agua, le volcan dont le cône quasi parfait surplombe Antigua. Mais même si les paysages sont beaux et que je suis très fière de nous, difficile pour moi d'afficher un grand sourire, car je savais qu'il fallait tout redescendre. Et que moi, je suis pas une championne de la descente. On reste au sommet environ 30 minutes, car il fait super froid. Et ensuite, il faut descendre. La première partie jusqu'au camp de base est presque marrante, je dois bien l'avouer. On a un peu la même sensation que lorsqu'on dévale les dunes de sable. Mais la deuxième partie de la descente ne se fait pas sans encombre pour nous. Enfin, surtout pour moi. C'était tellement difficile que, bien sûr, j'ai pas pris le temps de filmer. Alors je vous mets des images qui correspondent pas vraiment. Nous avions pourtant troqué nos crocs pour nos chaussures de marche, mais le terrain n'est pas stabilisé. Manu est tombé une dizaine de fois. Bref, la descente a été vraiment douloureuse. Je savais que ce serait sûrement la partie de la randonnée la plus difficile. Mes genoux me suppliaient d'arrêter, mais la descente continuait de nous entraîner, inlassablement. J'étais fatiguée, j'avais mal aux jambes, et on n'arrêtait pas de glisser. On est quand même arrivé en bas en un seul morceau. Alors, la vie est belle. Bon, c'était hyper dur, hein. C'est plus dur qu'on aurait pensé en fait. On a eu beau essayer vraiment de collecter beaucoup d'informations. On pensait qu'on aurait froid dans la tente et en fait on n'a pas eu froid dans la tente. On a eu froid en haut au col, mais ça c'est habituel et ça restait supportable. C'était Par contre, putain, les mains surtout. Ouais, la montée était dure parce que c'était du sable, hein. Enfin, du sable de volcan et en fait il n'y a que 360 mètres de dénivelé. J'arrive plus à articuler parce que j'ai trop froid. Mais ça en faisait comme 5 ou 600 en l'espace de 2 heures à 4 heures du matin. Parce qu'on faisait un pas et on perdait quoi aussitôt. Par ailleurs l'équipe est partie trop vite. Puis on n'était pas au même rythme. Il y en a qui marchaient un peu, qui s'arrêtaient debout. Donc ça bloquait tout le monde. Moi j'aurais préféré m'arrêter, m'asseoir en fait un petit peu plus souvent. Et puis la descente elle est difficile. Et puis tout ça pour avoir 0 éruption. On a été parmi les moins chanceux, je pense. Il y en a qui sont moins chanceux, c'est ceux qui ont de la pluie et, on n'a pas eu de et pluie. du nuage. Mais du point de vue du spectacle, il n'y a même pas de fumée quoi, en fait, sur le volcan. On a attendu un mois, on a payé presque 1000 € pour arriver à prendre des vols qui ont été annulés, etc. On s'est crevé au point qu'on va mettre je sais pas combien de semaines à se réparer. Et tout ça en fait en échange d'informations que je validais, je revalidais que le volcan était réveillé. Et en fait non. Voilà, c'est comme ça. On va à Cancun, au Mexique, retrouver Oscar après un échec magistral avec le volcan à Catenango.